J'ai lancé l'enregistrement. On attend juste qu'elle revienne, je suis désolé, apparemment elle a un souci technique. Ça a l'air d'être bon. Donc je te propose qu'on commence le direct du coup. Ok. Excusez-moi, j'avais un souci de connexion avec mon casque. Ok. Donc, bonsoir à tous. Merci de vous être décalé un peu dans la semaine. Hier soir, on avait un imprévu, c'était pas possible de faire le direct. Donc là, ce soir, on se retrouve pour le direct qui concerne la semaine 4. Donc la semaine sur le calcul vectoriel. J'avoue que je suis un peu embêtée parce que j'ai pas vraiment vu de questions non résolues dans dans le, dans les discussions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de gros soucis, à part sur le test hebdomadaire où c'est celui-là, je crois, hein, où il y a peut-être une petite ambiguïté Le partage d'écran est pas actif. sur. Heu, oui, mais d'accord, merci. Il y avait une petite ambiguïté sur, je vais démarrer un partage, mais je vous montre juste les questions parce qu'évidemment, je vais pas vous montrer les réponses du test. Il y a juste une petite ambiguïté là quand on passe au problème 2 en Q6, on définit la distance d'un point à un plan P. C'est vrai que le plan P là, c'est un plan en guillemets générique. Et puis ensuite dans la question 7, etc., on vous dit à partir de la réponse à la question Q6, calculer la distance de S à P. Donc ça veut dire qu'en fait le P qu'on reprend ici de Q7, Q8, Q9 jusqu'à Q10, c'est le P qu'on avait dans le problème 1 en fait, donc celui que vous avez trouvé. Et c'est pour ça qu'on vous fait une épla où vous devez vérifier le résultat avant de pouvoir continuer, parce qu'il faut que vous puissiez continuer avec des équations correctes. Donc, c'était peut-être pas très judicieux de mettre problème 1, problème 2. On aurait peut-être dû mettre partie 1, partie 2. Mais les questions, c'est bien ça, hein, c'est bien Q1 jusqu'à Q10. Donc, elles concernent toutes en fait, le même ce problème en une ou deux parties, si on veut.
Voilà, ça apparemment, ça a posé des petits soucis, mais bon, ça s'est résolu visiblement assez rapidement. Il y a eu aussi une question sur le... Alors, il faudrait que je retrouve. C'était S4-3, la question 3. Donc, c'était retrouver la mesure. On avait ce carré-là. Et avec les points I et J, on savait que la distance, enfin que le vecteur dj, c'était un tiers du vecteur dc. Donc, ça nous donnait une information sur la direction, hein, la même droite. Sur le sens de je pars de D et je vais jusqu'à J, l'orientation, et sur la norme, c'est un tiers de DC. Donc on vous demandait d'abord de calculer AI scalaire à J et ensuite d'en déduire la mesure en radian de l'angle AI. C'était AIAJ, donc l'angle qui est ici. Voilà. C'était surtout une question concernant. Alors, il y a eu une question sur le calcul, mais qui a été résolue facilement. Et puis, pardon, il me parle de Java. Et puis, il y avait une question sur l'orientation. Est-ce que c'était moins pi sur, je sais plus. Est-ce que c'était un moins ou un plus? Moins pi sur 4 ou moins 3 pi sur 4, je sais plus. Ou pi sur 4 ou 3 pi sur 4. Alors, en fait, il y en a un de vous qui a répondu tout à fait justement que les angles géométriques, au sens géométrique, il n'y a pas d'orientation. Mais par contre, lorsqu'on parle d'un produit scalaire, on a forcément des vecteurs, donc on a forcément une orientation. Donc, si on mesure A, I, A, J, on va aller de ce vecteur-là vers celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit curseur qui bouge quand je parle, ou si c'est pas assez gros. Ça manque peut-être un peu de Guillaume, taille. peut-être que je grossisse un petit peu, mais je sais pas si ça grossit le curseur du coup. Non, mais on le distingue Donc, mieux du coup, donc c'est pareil. donc quand je vais de AI à AJ, en fait, c'est comme si j'allais du haut vers le bas et de droite à gauche. Je fais dans le sens horaire, en fait. Et le sens horaire, eh ben, c'est le contraire du sens trigonométrique. Donc, forcément, c'est un angle de mesure algébrique. Quand on dit algébrique, c'est qu'il y a des plus et des moins. Alors que quand on dit géométrique, il n'y a pas de plus et de moins. Donc là, je vais avoir un angle de mesure négatif. C'est pas très grave si je vous le dis, puisque là, c'est un test et c'est pas un test hebdomadaire que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez. Donc voilà. Sinon, j'ai pas vu de vraies, enfin de grosses questions. Je sais pas si vous en avez là. Alors, ce qui est vraiment, du coup, je reprends un petit peu le déroulé du cours. Alors, sur la définition d'un vecteur, il y a donc trois éléments très importants qu'il faut bien avoir en tête. C'est sa direction. Un vecteur est défini. Alors, je vais changer d'écran. Je vais plutôt prendre un tableau blanc. Voilà. Donc, pour un vecteur, donc, ce à quoi il faut vraiment prendre garde,
c'est qu'il est défini par 3 informations. D'abord, une direction. Ça peut être une direction définie par la droite que je viens de tracer, mais cette droite-là, est-ce qu'il veut bien me la prendre? Voilà. J'aurais pu la placer ici, ou j'aurais pu la placer là, ou j'aurais pu la placer là, peu importe. C'est la pente de la droite qui est importante. Donc j'ai une direction, j'ai ensuite une... je vais changer de couleur peut-être. Un sens, c'est-à-dire est-ce que je vais de la gauche vers la droite ou est-ce que je vais de la droite vers la gauche. Donc j'ai un sens qu'il faut que je définisse. Et puis j'ai enfin une longueur qu'il faut que je définisse. Alors ça peut être, je sais pas, par exemple cette longueur-là. Si je veux un vecteur qui a cette direction, cette longueur et cette orientation, eh bien en fait, c'est que je vais par exemple considérer le vecteur de longueur verte porté sur la première droite en partant du haut, qui aura comme origine un point ici et comme extrémité un point sur la même droite qui sera situé à la longueur verte définie ci-dessus. Mais le vecteur vert que j'ai tracé ici, c'est exactement le même que le vecteur vert que j'ai tracé là, ou celui que j'aurais tracé ici, ou celui que j'aurais tracé là. En fait, il y a une infinité de vecteurs représentant un même, enfin, il y a infiniment de bipoints, d'ensemble de points, représentant un même vecteur. Par contre, si je dis que ici j'ai le point A et ici j'ai le point B, j'ai un seul vecteur AB. Mais je peux dire que le vecteur CD est égal au vecteur AB, qu'il est lui-même égal au vecteur EF, qui est lui-même égal au vecteur GH. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais juste déplacer un petit peu. Voilà. Alors, quand j'écris, du coup, origine en premier, extrémité en second, et flèche qui va de gauche à droite. AB égale CD égale EF égale GH. Ces 4 vecteurs-là, ce sont exactement les mêmes. C'est un vecteur générique que je peux appeler V. Alors, selon les cas, il peut être intéressant de travailler soit sur le vecteur V, soit sur le vecteur V dont l'origine est A, etc. Si jamais on est attaché à avoir un point particulier, le vecteur AB par exemple, on va souvent, du coup, se dire, eh ben, je me mets dans un repère et j'identifie j'identifie exactement à partir des points A et B le vecteur V. Donc, en l'occurrence, quand on est dans le plan, on a l'habitude de prendre ce qu'on appelle repère orthonormé, c'est-à-dire un repère dont un des axes est vertical, l'autre est horizontal, de telle sorte que nos deux axes forment un angle droit. C'est pour ça le orthogonal. Ortho, ça veut dire perpendiculaire. Et puis orthonormé, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour avoir la même unité de mesure sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Donc en l'occurrence, on pourrait avoir
1 ici et un 1 là. On peut avoir des repères orthogonaux simplement, ça veut simplement dire que je peux très bien avoir un 1 ici sur l'axe des abscisses et un 1 et un 1 là sur l'axe des ordonnées, ça change rien. Je suis pas obligée de la même mesure sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Selon les problèmes, c'est plus ou moins lisible, mais quand on veut faire du produit scalaire, des choses qui utilisent l'orthogonalité, souvent c'est mieux d'être dans un repère orthonormé, ça simplifie énormément les calculs. Donc repère orthonormé, ça veut dire que j'ai ici voilà. Les donc j'avais parlé de repères orthonormés ou pas encore? Je ne crois pas. Alors, quand on veut utiliser après les opérations vectorielles comme le produit scalaire et le produit vectoriel, il est préférable de se mettre dans ce qu'on appelle un repère orthonormé. Qu'est-ce que c'est qu'un repère orthonormé? C'est un repère ortho, donc orthogonal, où les deux axes sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Donc j'ai un axe vertical, celui des ordonnées OY, et un axe horizontal, celui des abscisses OX, qui sont perpendiculaires ici en haut. Et orthonormé, ça veut dire que j'ai la même unité de mesure sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que si je dis que j'ai un petit vecteur ici, OI, qui permet de mesurer sur l'axe des abscisses, et un petit vecteur OJ ici qui permet de mesurer sur l'axe des ordonnées, eh bien ces deux vecteurs, petit i et petit j, ils ont tous les deux une norme égale à 1. C'est la même norme. Ça permet de simplifier énormément les calculs au niveau du produit scalaire et du produit vectoriel, comme vous l'avez vu dans la suite des séances. Donc un vecteur, s'il est raccroché à un point du plan, je peux lui associer une composante, des composantes, pardon. Si je dis que le vecteur V, c'est le vecteur AB ou A, c'est le point de coordonnées, on fait souvent la distinction coordonnées pour un point et composante pour un vecteur. Si le point A, il a comme coordonnée une abscisse XA et une ordonnée YA, et le point B a pour coordonnée une abscisse XB et une ordonnée YB, le vecteur AB, lui, il va avoir comme composante la distance qui sépare XA et XB avec un signe plus ou un signe moins selon l'orientation du vecteur et la distance qui sépare les ordonnées YA et YB. Alors si je vais de A vers B, c'est YB moins YA, XB moins XA. Si je vais de B vers A, ça va être XA moins XB, YA moins YB. Je vais avoir, pareil, comme on disait tout à l'heure, signe plus et signe moins. Donc, toujours dans l'idée de faire une distinction, les coordonnées d'un vecteur, les écrire en ligne, les composantes d'un vecteur, plutôt l'habitude de les écrire en colonne. À partir du moment où on a calculé ces composantes, on va très bien pouvoir construire d'autres vecteurs qui ont les mêmes composantes, mais qui sont rattachés à d'autres points. Par exemple, si je prends le point C qui est ici, je peux très bien construire un vecteur V, pardon, pourquoi je n'utilise pas la tablette? Je peux très bien construire un vecteur V qui aura même direction, et un peu long mon vecteur, même direction, même sens et même norme, mais qui sera rattaché au point C comme origine et au point D comme extrémité. Ce vecteur-là, le vecteur bleu, c'est aussi un représentant du vecteur V.
Simplement, il est attaché au point C au lieu d'être attaché au point A. Mais je peux très bien dire que ça, c'est aussi CD. Voilà. Alors, les composantes des vecteurs, on peut très bien les faire comme ça dans un système cartésien. Et puis ensuite, on peut donc définir tout ce qui est opération sur les vecteurs à partir de ces composantes cartésiennes. Opérations usuelles, donc il y a les additions, les multiplications par un scalaire, produit vectoriel, produit mixte, etc. Et tout ça, ça nous permet de construire des équations de droite, des équations de plan, etc. Le dernier point qui avait été abordé dans cette séquence, c'est tout simple, enfin c'est tout simplement, c'est pas simple, c'est pas aussi simple que ça. C'est le problème des systèmes de coordonnées. Alors, je voudrais récupérer le diaporama. Parce que c'est plutôt difficile à dessiner comme ça en direct. Voilà. Simplement pour vous dire que quand on est dans le plan, on peut effectivement travailler en coordonnées cartésiennes avec des abscisses, avec une abscisse et une ordonnée, mais bien souvent, quand on veut faire des figures géométriques comme des cercles ou des ellipses ou des hyperboles, il est largement plus pratique de travailler avec des coordonnées polaires. Coordonnées polaires, c'est quoi? C'est simplement se dire, au lieu de repérer un point par son abscisse ici et son ordonnée là, alors je pense que vous voyez peut-être pas très bien. Peut-être essayer de grandir le truc. Donc sur la première figure à gauche, vous avez l'abscisse sur l'axe horizontal et l'ordonnée sur l'axe vertical. Mais si vous faites une correspondance, il y a la petite application Maple que vous pouvez utiliser à la suite du document. Vous pouvez aussi repérer ce point-là du plan par deux autres informations qui sont la distance qui sépare l'origine du repère au point et la mesure de l'angle la mesure de l'angle au, pardon, là il s'appelle O, l'origine, non pardon, A, c'est le point qui correspond à l'angle nul, c'est l'angle qui est écrit ici. Donc A, O et votre point M qui est là. Donc l'angle qui est mesuré là. Alors toujours pareil, comme on est dans un système de coordonnées, il faut qu'on ait un sens plus et un sens moins. Toujours la même chose, le sens trigonométrique, c'est le sens anti-horaire. Donc le plus, il va comme ça, on tourne dans ce sens-là. Alors, dans le plan, donc, on a du coup des liaisons entre les abscisses et les ordonnées, et on peut aussi se mettre dans l'espace. Du coup, on a besoin d'une troisième coordonnée. En coordonnées cartésiennes, on a l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude, ou la cote, c'est pareil. Et en coordonnées cylindriques, eh bien, on a les coordonnées polaires dans le plan et la hauteur h qui correspond à la cote. On peut trouver des formules de transformation qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et les coordonnées sphériques, on ne met plus sur un cylindre, on met carrément une boule autour de l'origine et on fait des coordonnées sphériques avec un rayon, une longitude et une colatitude ou une longitude et une latitude, ça dépend comment on mesure. Et donc voilà les formules de transformation. On passe de l'un à l'autre. On repère toujours le même point du plan ou de l'espace. Simplement, on l'écrit différemment selon la situation, selon les simplifications qu'on va pouvoir avoir après dans la résolution de notre problème. Voilà.
Voilà, éventuellement ce sur quoi je pouvais revenir comme ça de façon très très générale et très rapide. Je sais pas si vous avez des questions plus précises. Pardon. Non, il n'y a pas de. Y a Ouais, pas il de semblerait questions. pas. Quelqu'un a-t-il vraiment une question? Bah, écoutez, si ah, c'est assez C'est clair. pour dire assez clair. Ok. Mais si s'il n'y a pas de y a pas de souci, vous inquiétez pas. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. On n'est pas obligé de faire du remplissage. La semaine prochaine, pardon, question personnelle. J'ai du mal à réaliser les exercices après avoir travaillé le cours. Alors, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille, dans un premier temps, euh, peut-être sur les tests illimités, euh, vous êtes plutôt sur. Alors, c'est vrai que les exercices des premières semaines, de la semaine 1 en particulier, sont un peu perturbants parce que la semaine 1, c'est sur les entiers naturels, les réels, les choses comme ça. Et donc, soit on fait des exercices d'application directe qui sont très très calculatoires et que vous pouvez faire tout seul facilement, donc ça n'a pas un grand intérêt de vous poser les questions. Ou bien on vous fait des exercices que j'ai essayé. Ah d'accord. Euh, ou bien donc dans les semaines, dans la semaine 1, j'ai essayé de faire des exercices d'application qui illustraient un petit peu, qui permettaient d'utiliser les outils. Sur cette semaine-là, alors je vais regarder parce que je me souviens plus bien des tests. Ce que vous pouvez faire sans doute, c'est peut-être sur les premières questions, euh, essayer une fois, vous essayez de faire déjà faire des dessins. Moi, je crois beaucoup aux dessins. Vous pouvez essayer de faire des dessins et puis essayer et pas trop, pas trop buter sur l'exercice. Éventuellement, aller voir la correction relativement vite et essayer de travailler sur la correction. Ce que vous pouvez aussi, dans un des premiers messages du forum, on a mis un site, un lien vers un site qui est où il y a beaucoup d'exercices qui reprennent les notions de base. C'est un site qui s'appelle Math et TIC, MATHS et TIC, TIQES. Et, euh, et sur ce site, vous avez plein d'exercices d'entraînement, des petits exercices d'entraînement. Voilà, c'est peut-être ça que je pourrais vous conseiller. Euh, Sinon, bah, peut-être avoir la version, peut-être prendre le diaporama en version papier et le compléter vous-même par rapport à la vidéo ou noter vos questions, etc. Sur le diaporama en suivant la vidéo. Ça peut vous aider après pour aller chercher des informations ailleurs et repérer plus facilement. Parce que souvent, quand
regarde la vidéo simplement. J'avais un prof qui me disait, je vous ai fait un beau film, mais c'est pas quand on va au cinéma qu'on apprend à faire des maths, quoi. Voilà. Donc regardez la vidéo, vous avez l'impression d'avoir compris, mais peut-être pas, peut-être que vous n'avez pas enregistré complètement toutes les définitions, toutes les. Faut bien se dire que ces petites vidéos qui durent 20 minutes là, elles sont quand même très très denses. Il y a énormément d'informations en très très peu de temps. Donc il faut peut-être se donner le temps de reprendre les définitions dont on se souvient plus exactement. Voilà les conseils que je peux vous donner. J'espère que ça va vous aider un peu. Bah, je vous en prie, je suis là pour ça. Voilà, donc sinon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je propose qu'on arrête là. La semaine prochaine, il n'y aura pas de direct pour le cours, donc on se retrouvera la semaine le mardi 5 mars, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Le mardi 5 mars à 21 heures. Et donc, du coup, on traitera de questions sur le calcul matriciel et sur le tout début des fonctions, parce que vous allez aborder très très vite la semaine prochaine la partie qui est largement moins lourde, moins indigeste que ces 5 premières semaines où on a vraiment vu tous les outils dont vous alliez avoir besoin. Maintenant, là, on va utiliser ces outils pour étudier des fonctions, résoudre des équations, résoudre des intégrales, voilà. Donc on va passer dans une partie qui est peut-être, enfin qui est plus utile déjà enfin plus utile, je sais pas, mais que vous allez vraiment rencontrer dans les problèmes de physique, de mécanique, etc., etc. Donc voilà, et on se retrouvera donc le mardi 5 mars. Je vous remercie d'avoir participé ce soir. Bonne soirée à vous aussi. Et puis à très bientôt. Et c'est pas parce qu'on fait pas de direct que on arrête de répondre sur le forum ou les discussions, hein. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On y répondra bien entendu. Soit il y a des personnes qui répondent très bien, donc je vous laisse faire. C'est très bien, c'est le but du MOOC. Et sinon, je réponds quand je vois que ça met un petit peu trop de temps à répondre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous alors, et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous.